Salut les amis, vous êtes bien sur Parlons Ballon. On est aujourd'hui dimanche. Je vous avais promis de faire un point sur les pronos pour la saison 2017-2018 de Ligue 1. On va attaquer ce gros morceau, donc ce bilan à la fois du mercato et de ce début de saison pour établir les pronostics pour cette saison. En introduction, je voulais juste faire un petit coucou, et là, ça va être habituel, bien évidemment, à l'Est-Lyon-Duchère, qui a gagné 3-2 à Concarneau. Excellente performance, puisque les hommes de Mohamed Tria et de Karim Kadem reviennent à la première place du classement. C'est une très bonne chose, ils rejoignent Grenoble. Et le prochain match, donc vendredi, au Stade Balmont, c'est contre le Consolat Marseille. AS du Lyon-Duchère, Consolat Marseille, ça va être très sympa à voir vendredi au Stade Balmont. Je vous invite tous à vous y rendre. Petit coucou également aux gens d'Annecy, puisqu'hier j'ai vu le match de CFA, enfin National 2, entre la réserve de l'OL et le FC Annecy, que j'étais allé voir pendant les vacances sur le premier match de la saison au Parc des Sports d'Annecy. Une petite dédicace au groupe de supporters des Redfish. Bon, ils sont d'Annecy, mais ils étaient supporters orphelins d'Evian Tonon-Gaillard. C'est un groupe de supporters très cher à mon cœur par rapport à, voilà, c'est la famille, voilà. Donc un petit coucou aux Redfish. Je sais qu'ils sont orphelins du football de haut niveau sur Annecy, mais on espère qu'Annecy, qui a perdu hier contre la réserve de l'OL 2-1, but Kitala et pénalty sur passe décisive de Grenier et donc un pénalty de Grenier. Avec les grands débuts de Pape Cheikh Diop, on verra ça tout à l'heure au niveau des pronos, on en reparlera. Voilà, bonne saison aux Annéciens au FC Annecy. On attaque directement le programme. Bilan du match de l'équipe de France à la veille du match contre le Luxembourg, la fin du mercato et enfin la grosse partie sur les pronostics voilà, définitifs pour cette saison de Ligue 1. On démarre donc le match d'équipe de France. Ma foi, tout le monde a vu la démonstration offensive proposée par les hommes de Didier Deschamps. Que dire? Sans doute que les Pays-Bas ne sont plus ce qu'ils étaient. Quand on voit effectivement Robben, Snyder, des anciens qui sont quand même voilà, peu de renouvellement dans cet effectif orange. Ma foi, dommage qu'on n'ait pas pu voir ni Memphis ni Kenny Tété dans cette équipe des Pays-Bas. Là, je parle, c'est le côté lyonnais. Et puis, par contre, l'équipe de France, effectivement, on a senti qu'il y avait de la marge pour cette équipe, avec, à mon sens, une affirmation sur le côté gauche avec Lemar, qui effectivement a complètement éclaboussé de son talent ce match. Et Kylian Mbappé, quand il est rentré, effectivement, ça aussi fait très très mal. Griezmann qui a été bien servi par Olivier Giroud, comme quoi on peut aussi dire parfois de bonnes choses sur Olivier Giroud, s'est remis en confiance avec ce but. Bon, on va voir la suite. Malgré tout, je pense que contre des très très grosses équipes, j'ai vu hier Espagne-Italie, je suis pas certain que l'escouade offensive française soit aussi à l'aise contre des très très grosses équipes. Bon, on va dire que c'est quand même une victoire significative dans la course à la qualification, c'est une très bonne chose. Maintenant, le groupe de l'équipe de France, je pense qu'il y aura quand même des remises en question qui vont se faire au gré de cette saison, ce qui est tout à fait logique. Je pense en particulier à la situation de Giroud, sur lequel, à mon sens, le profil correspond peut-être dans l'idée de tactique que peut avoir Didier Deschamps à des besoins réels, mais objectivement, voilà, il passe de ne plus être titulaire à Arsenal. Ça va être compliqué pour lui à tenir la saison, d'autant que l'éclosion d'Mbappé intervient là et que ça va être difficile de s'en passer. Il manquait aussi Ousmane Dembélé parmi les habitués de ce groupe France de ces derniers mois. Et puis toute l'escouade lyonnaise, alors Lacazette, Fekir, on les a vus un petit peu, mais bon, Karim Benzema, vous connaissez ma position sur le sujet.
Je pense qu'il va falloir que les choses avancent et se règlent en ce qui le concerne. Et puis, ben, Anthony Martial fait aussi un bon début de saison. Il peut tirer avec son épingle du jeu en cours de saison. Pour l'instant, on va attendre. Le match prochain n'est pas trop difficile. Donc, voilà. Moi, voilà, pour dire vrai, je suis vraiment pas adepte du style de jeu de Didier Deschamps. Mais ça, ce n'est pas avec l'équipe de France. Que j'ai les derniers résultats que je me suis prononcé, voilà, plutôt notamment sur Radio Pluriel, puisqu'il y a un jingle ou en tout cas une petite phrase, non pas sortie de son contexte, mais qui expliquait déjà depuis un an, c'est-à-dire au lendemain de la défaite de l'équipe de France à la finale de l'Euro, que je ne c'était pas les choix de Didier Deschamps que je contestais, attention, pas de mauvais jeu de mots, que de Didier Deschamps que je contestais, mais bien Deschamps lui-même. Voilà, je suis pas adepte de son football. Bon, à la Juventus, on va dire, dans son début de carrière d'entraîneur, parce qu'à un moment donné, il faut aussi faire table rase voilà, de sa carrière de joueur. On ne sait pas du tout les mêmes fonctions. En tant qu'entraîneur, on attend autre chose, même si il peut bénéficier de cette grande carrière de joueur, immense carrière de joueur avec l'équipe de France notamment et même en club, hein, à la Juventus entre autres et à Marseille. Coach est différent, donc c'était très compliqué pour lui à la Juventus puisqu'il n'a pas réussi à s'imposer là-bas. Il est parti au bout d'un an après avoir fait remonter l'équipe en Serie A. À Monaco, il était allé en finale, il a perdu 3-0 contre Mourinho à l'époque en finale. Voilà, après un beau parcours, il avait éliminé le Real et Chelsea, mais il avait perdu en championnat, souvenez-vous, avec 8 ou 10 points d'avance sur l'OL. L'OL avait coiffé sur le poteau Monaco et était devenu champion de France. À Marseille, bon, certes, il a eu des titres. Après une longue période de disette, les Marseillais lui en sont gré et voilà. Mais par contre, ça s'est très 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 mal terminé. Voilà. Et tout ça à cause du manque de spectacle, du manque de football. Et on a l'impression qu'il y a un décalage dans le temps et que voilà, c'est un football un peu dépassé. Euh, Maintenant, il fait quand même avec des moyens immenses, hein, les viviers de talent, le vivier de talent de joueurs français est sans, je veux dire, sans limite. On a l'impression que les quatre qui ont joué contre les Pays-Bas pourraient être remplacés par quatre autres, on aurait exactement la même puissance offensive. Donc il a vraiment de quoi faire. Et je pense que s'il se rate à la Coupe du Monde, parce que là la qualification s'est tout de même bien engagée, on va pas, personne ne lui pardonnera. Moi j'avais pris position l'année dernière et c'est là où je trouve quand même, voilà, après une finale perdue enfin, au Stade de France, devant le public français, 1-0 sans marquer de but dans cette finale, avec la sortie prématurée en plus de Cristiano Ronaldo, j'avais pris enfin, voilà, cette position en me disant qu'il était quand même pas normal qu'aucun journaliste ne conteste, ne remette en cause la situation d'Didier Deschamps, parce que je peux vous garantir que dans un autre pays, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Portugal, vous perdez la finale d'un euro à domicile sans marquer de but en finale, vous êtes remis en cause. Alors je ne dis pas qu'il fallait forcément le remercier, mais au moins que le débat aurait pu se mener. Bon, ça n'a pas été chose faite. Je vois que maintenant, les gens se posent des questions par rapport à plein de choses, mais bon, l'actualité en chasse une autre. À partir du moment où la polémique sur la non-sélection de Benzema, une victoire 4-0 contre les Pays-Bas, on oublie tout, on passe à autre chose. Voilà. Je trouve qu'à un moment donné, il faut arriver à rester quand même un petit peu solide dans ses positions. Moi, ma position, je la maintiens. Je pense que Didier Deschamps n'est pas l'homme de la situation et que surtout ce que je remets en cause, c'est ses choix qui lui sont intrinsèquement liés et sa vision du football n'est pas la mienne. Voilà, point. Maintenant, je continuerai de soutenir l'équipe de France, bien évidemment, mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il y a des questions qui se posent et il va falloir quand même essayer de dénouer un certain nombre de problèmes. Parce que concernant la position de Karim Benzema, moi je serais d'avis, je ne sais pas si c'est un avis, mais enfin à partir du moment où on tient un discours clair et qu'on lui dit qu'il ne peut plus revenir en équipe de France pour telle ou telle raison, je me mets à la place de Karim, je me dis que peut-être, voilà, peut-être que je serais tenté d'intenter une action au niveau de la FIFA
pour demander, voilà, si l'équipe de France lui est interdite, de demander, ma foi, sa possible sélection, pourquoi pas avec l'équipe d'Algérie. D'une certaine manière, ça serait assez logique pour lui. Personne ne lui en voudrait, parce qu'à partir du moment où il est mis de côté délibérément, bien que toutes les décisions de justice voilà, ont été en sa faveur ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est un joueur de haut niveau, l'un des meilleurs joueurs du Real de Madrid historique, hein. Je crois qu'il a cumulé plus de buts que Ronaldo do Nascimento, hein, parce que je ne confonds pas avec, comme il disait quand il est arrivé au Real, avec le vrai Ronaldo, parce que Cristiano avait mal pris à l'époque. Donc autant de buts que Ronaldo et Zidane réunis, pour beaucoup moins de matchs. Enfin bon, je veux dire, c'est un phénomène. Il y a bien qu'en France, en tout cas les journalistes, pensent que les amateurs de foot savent le niveau de Karim, qui conteste encore son statut de meilleur attaquant. Bon, il l'est, hein, en inventant un nombre de buts sur les coupes européennes en Ligue des Champions. C'est le meilleur buteur français, il a passé Thierry Henry. Voilà, donc si la situation est bloquée, ma foi, si j'étais Karim en tout cas, moi je ne souhaite pas qu'il rejoigne l'équipe d'Algérie, parce que je veux qu'il soit avec l'équipe de France, mais je comprendrais tout à fait qu'il puisse se poser la question et demander aux instances de la FIFA de pouvoir devant cette situation. Alors, c'est un imbroglio juridique, mais pourquoi pas voilà, demander à la fédération internationale que son cas soit examiné et qu'il puisse voilà, rejoindre l'équipe d'Algérie pour la prochaine Coupe du Monde et les échéances internationales. Je ne sais pas si ça pourra faire bouger les choses, mais en tout cas, il me semble que dans sa tête, voilà, la dernière fois, je pense qu'il était un peu perturbé aussi. Comme je le disais, il est humain et il est bien possible que tout ça l'affecte grandement. En tout cas, il n'a jamais exprimé cette opinion, hein, voilà, je pense que ça s'est peut-être même rarement vu ou même jamais vu qu'un joueur change de sélection comme ça en cours de carrière. Peut-être à l'époque de l'explosion de l'URSS, enfin voilà, donc peut-être qu'avec la Yougoslavie aussi, il y a eu des choses comme ça, mais là, c'est un cas très particulier. En tout cas, je trouve que voilà, il n'est pas question de mettre ça sous le tapis parce que j'y vois comme une forme d'injustice. Maintenant, les puristes, hein, ceux voilà, qui sont des blanches colombes et qui n'ont jamais rien fait de mal dans leur vie, et qui sont très radicales dans leur position. Et ça vient de loin, hein. Ça vient de loin, ça vient de l'époque déjà blanc où il n'y a pas assez de blancs en équipe de France. Ça vient de Daniel Riolo, Racaille Football Club. Ça vient effectivement de très loin, de plusieurs années, ce travail de SAP où on a travaillé l'opinion, à mon sens, pour jeter un peu le discrédit sur un certain nombre de joueurs venus de quartiers et enfin pas forcément, mais pour bonne part d'origine étrangère, que ce soit maghrébine, africaine. Bon, ma position sur le sujet, voilà, on est en France, c'est un pays démocratique. À partir du moment où on est nationalité française, on est sélectionnable à l'équipe de France. Voilà, j'ai l'impression que tout ça vient polluer. Enfin, c'est quelque chose dont on ne parle pas, mais c'est question de racisme, hein, quand on dit. Quand Karim disait, Didier Deschamps a répondu à une part raciste de la France, à aucun moment il a attaqué Deschamps sur le fait qu'il soit raciste. C'était simplement une forme de pression, une forme de lobbying, mais qui vient de loin, au sein même de la Fédération française, au sein même d'un certain nombre dans l'esprit de certains journalistes ayant pignon sur rue. Donc, allons au fond du débat. Dans ce cas-là, allons au fond du débat. Et puis, ben, voilà, du coup, peut-être que la communauté algérienne de France, qui, je sais, aime beaucoup Karim et la sélection algérienne, serait tout à fait ravie d'accueillir Karim pour la prochaine Coupe du Monde, bien entendu, si l'Algérie se qualifie. Voilà, ça nous fera encore des histoires à raconter sur Parlons Ballon. Mais bon, voilà, donc on va voir la suite du match de l'équipe de France. Et en espérant bien sûr que celle-ci se qualifie. Il ne s'agit pas, voilà, tout le monde est derrière l'équipe de France, bien évidemment. Voilà, j'ai terminé sur le sujet. Ma foi, si vous avez des réactions, voilà, j'aimerais qu'elles soient mesurées et réfléchies et qu'on ne parte pas voilà, dans des débats ou dans des invectives
inutile. On est là aussi pour discuter de manière sereine, passionnée certes, mais tranquille. Voilà. Bon, alors ensuite, on va faire un point sur le mercato rapide, et puis après, on va enchaîner sur les pronos détaillés de la saison. Donc, j'ai travaillé une bonne partie du week-end. Je vous avais annoncé une vidéo pour la fin de semaine. Bon, ben voilà, donc aujourd'hui, c'est dimanche. Événement du mercato, on l'avait dit dans la dernière vidéo, c'était dimanche dernier, l'officialisation du prêt avec option d'achat obligatoire, je crois, de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Autre signature importante, il me semble, c'est la venue du jeune attaquant de la Lazio, le petit Baldé. Un gros potentiel qui est là donc pour remplacer Kylian Mbappé. Il m'a l'air d'être assez explosif et je pense qu'on va en entendre parler beaucoup parce qu'il était, j'avais vu l'anecdote, viré pardon, du centre de formation du FC Barcelone pour avoir mis des glaçons sur un tournoi dans des draps. Enfin bon, il a l'air d'être un sacré numéro, mais en tout cas, après, j'imagine, il était tout gamin quand il s'est fait sortir du centre de formation de la Masia. Du coup, je pense que voilà, il a prouvé en Italie et si Monaco s'est porté sur lui pour 30 millions d'euros, c'est pour, à mon sens, remplacer dans le même profil Kylian Mbappé. Donc on va voir, et c'est un très bon joueur. Autre recrue de dernière minute un peu importante, hein, on ne va pas tout détailler, voilà, c'est la butte de Préville à Bordeaux. Alors on comprend pas trop, on comprend plus trop déjà le projet lillois. De Préville pour moi qui est vraiment un très bon joueur. On l'avait découvert avec Reims, il avait été très bon. Là, il rejoint Bordeaux, donc je pense que c'est une bonne recrue pour Bordeaux et à mon avis une erreur de Lille de le laisser partir comme ça. Bon, voilà, il n'y a pas eu trop de mouvements importants, sinon, à moins que j'en oublie, mais je crois pas, sur le front du mercato, en tout cas au niveau de la Ligue 1. Jovetic, j'en avais parlé. Au niveau de l'Olympique Lyonnais, donc, ce qui a été dit a été fait, c'est-à-dire que l'arrivée de deux milieux de terrain. Donc, j'ai vu le match hier de Tchèque Pape Diop avec la CFA. Donc, apparemment, un investissement autour d'une dizaine de millions d'euros avec des options qui pourraient faire monter le prix à 15. Ça a été compliqué de le voir. Il a été touché à la cheville en fin de première mi-temps. Moi, j'avoue que j'ai pas trop vu la différence avec les joueurs. Donc, le capitaine de la SFA, le jeune Oswou, d'origine nigériane, si je me trompe pas, et Clément Grenier, qui est allé au milieu de terrain, qui ont fait tous les deux un très bon match. Alors, Tchèque, c'était compliqué, mais effectivement, va-t-il apporter numériquement et qualitativement quelque chose de supplémentaire à ce qu'on pouvait avoir en magasin ou ce qu'on avait en magasin en termes de milieu de terrain? C'était la question que je me posais ces dernières semaines. On verra. Et ensuite, l'arrivée du petit Ndombele, annoncé comme un phénomène. Alors, il me rappelle un peu Essien dans son profil. Ça veut dire donc que l'OL va jouer peut-être un petit peu différemment, mais bon, ça, on y reviendra sur la façon dont Bruno va animer un peu son équipe pour cette saison. Donc, on va voir, hein, comme c'est marqué là. Wait and see. Voilà, attendre et voir, parce que deux jeunes recrues qui donc remplacent Darder, qu'on salue aussi de notre côté, puisqu'il a eu des mots très sympas voilà, à son départ. Je pense qu'il a appris aussi des choses à Lyon. Il a travaillé sur le plan physique. Moi, je me souviens quand il est arrivé, il était effectivement assez frêle et c'était pas évident avec un football de Ligue 1 voilà, particulièrement physique. Je pense qu'il s'est étoffé physiquement et je pense qu'il va tirer profit de son passage à Lyon et faire voilà, une bonne continuation de carrière à l'Espagnol de Barcelone. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, parce que c'est vraiment un garçon adorable. Et donc, merci Sergi pour les saisons que tu as fait et ce but extraordinaire qui nous reste encore en mémoire, hein, le sombrero sur Thiago Silva avec ce but pour la victoire 2-1 du PSG. C'était il y a 2 saisons, c'était voilà, des sensations extraordinaires au grand stade. Euh, voilà, merci encore à Sergi pour tout ça. Voilà, au niveau du mercato, ça nous permet donc ça s'est clôturé jeudi. Ça nous permet maintenant d'avoir à peu près une vision sur le potentiel de toutes les équipes. Donc,
J'avais été un peu radical dans mes positions, enfin mon classement avec le 1 PSG au-dessus du lot, 2 Monaco, 3 Lyon, 4 Saint-Étienne, 5 Bordeaux sur les derniers pronostics que j'ai fait donc la semaine dernière. Et là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors les amis, on va rentrer dans les détails parce que j'ai fait un gros boulot. Donc j'ai mis en place donc, les outils pour faire une comparaison de tous les effectifs de Ligue 1. Donc on a à peu près, on va dire, bien entendu, toujours le PSG qui, à mon sens, semble avoir l'armada la plus costaud pour gagner ce titre de champion de France. Je voulais quand même préciser une chose. Quand on nous a parlé de l'arrivée de Neymar, on nous a parlé de l'arrivée de Neymar en disant on veut conquérir l'Europe, voilà, on est dans une autre dimension, voilà, petit quanti. Et ensuite, à l'arrivée d'Mbappé. Moi, je vais être très clair. Le PSG avait, avant de tutoyer les sommets européens, ça c'est une expérience des dirigeants qataris du PSG, avait déjà besoin de retrouver son leadership en France, puisqu'il l'avait perdu avec Monaco, il l'a perdu, on parle au présent, ils ne sont pas champions en titre. Donc pour eux, c'était déjà d'arriver à surpasser Monaco. Donc ils ont pris Neymar, mais visiblement, c'était pas suffisant. Voilà, c'était pas suffisant, il fallait aussi dépouiller les Monégasques pour pouvoir s'assurer d'un titre de champion de France qui leur avait échappé la saison dernière. Donc l'arrivée d'Mbappé en ce sens, ça veut dire, selon moi, ça veut dire que prenons le risque de se faire sanctionner ou du fair play financier. Euh, un Monaco 2017-2018 avec Kylian Mbappé les aurait sans doute inquiétés et pas assurés d'être de nouveaux champions. Bon, on le voit avec le début de championnat, hein, sans Mbappé, Monaco a aligné 4 victoires. Donc voilà, il fallait absolument renforcer encore le Paris Saint-Germain pour asseoir sa domination sur la Ligue 1. Et ça, je le précise bien, c'est déjà l'objectif prioritaire. Les journalistes qui nous disent, qui nous ont raconté que voilà, les étoiles européennes, la Ligue des Champions, tout ça, non, non, il faut déjà retrouver le titre de champion de France qu'il a perdu le PSG. Donc voilà, restons les pieds sur terre. C'est la stratégie qui a été montée, elle est d'abord pour retrouver le titre de champion en Ligue 1 et bien évidemment, ça on peut tout à fait le comprendre, pouvoir faire un parcours, aller jusqu'au bout en Ligue des Champions, c'est peut-être possible avec l'effectif qu'on voit. Malgré tout, je pense qu'il a quand même certaines fragilités. Voilà, donc je reviens, on revient à nos pronostics. Donc le Paris Saint-Germain, effectivement, que je place toujours en 1, me semble avoir une attaque de feu, ça c'est incontestable. Par contre, ils n'ont pas réussi à faire Fabinho et un autre milieu de terrain. Il me semble qu'au milieu de terrain, j'ai vu encore la prestation de Verratti hier, elle était loin d'être satisfaisante et il me semble que le Verratti en question est un peu surcoté. Et voilà, je pense qu'en tout cas au milieu de terrain, c'est une équipe l'équipe du Paris Saint-Germain ne donne pas toutes les assurances. Il va falloir que Rabiot, qui est à mon avis un des éléments les plus prometteur à ce poste-là en France, hein, ça je le reconnais. Va falloir qu'il fasse une très très grosse saison parce que Thiago Motta, on sent qu'il y a le poids des ans qui arrive, bien évidemment. Voilà, je crois qu'il a 34 ou 35 ans à amoindrir un peu ses performances en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Euh, Derrière, il n'y a pas grand-chose en milieu de terrain, en fait, quand on regarde bien. Des milieux offensifs, ça, il y en a, hein, Pastore, Draxler. Donc, il va falloir, à mon avis, pour que les équipes puissent être un petit peu, avoir un peu leur chance, axer la stratégie sur la conquête, enfin, la bataille du milieu de terrain. Et là-dessus, je pense que Paris Saint-Germain est pas complètement armé. Alors en Ligue 1 peut-être, mais enfin au niveau européen, je pense qu'ils sont en dessous de beaucoup d'autres clubs. Et en défense, certes, il y a de l'expérience. Dani Alves qui arrive, c'est quand même très très bien. Au niveau du gardien, il y a une fragilité. Là aussi, je pense que le Paris Saint-Germain n'apporte pas toutes les assurances qu'on pourrait imaginer. Voilà. Bon, après, c'est un sentiment personnel. Du coup, au niveau des pronostics, c'est petite faiblesse. C'est relatif, hein, je parle de petite faiblesse, je ne parle pas de manquement grave. Pourrait
avoir comme conséquence que Monaco soit beaucoup plus près du Paris Saint-Germain qu'on puisse l'imaginer. Oui, effectivement, l'effectif monégasque, une défense quasiment inchangée avec le jeune Georgier qui vient sur le côté gauche, qui a l'air quand même d'être un très très bon joueur sur ce que j'ai vu. Au milieu de terrain, Fabinho, Moutinho, ça va tenir l'axe. Sur les côtés, bah, Lemar, j'en ai parlé tout à l'heure, bon, bah, un phénomène. Et puis Ronny Lopez, excellent joueur, très jeune joueur, très percutant, qui pourra, à mon avis, faire ce que faisait Bernardo Silva l'année dernière. Dans un registre un petit peu différent, mais je pense que ça va être au top. Et puis alors, Keita Baldé, c'est vraiment, à mon avis, la recrue, le recrutement intelligent par excellence. Il a fallu mettre 30 millions. Euh, voilà, ce que l'OL n'a pas voulu faire sur un attaquant, malgré mes doutes concernant le fait que Mariano puisse faire une saison entière à la pointe de l'attaque. Donc je pense que l'association Baldé-Falcao va faire des dégâts. Puis en plus, derrière, il y a quand même beaucoup d'autres joueurs au niveau offensif. On a vu le jeune René Gavi, je crois, qui est là aussi. Tielemans au milieu de terrain. J'en passais des meilleurs. Enfin bon, Jovetic, bien sûr, on va quand même en parler, puis le transfuge Mboula de Barcelone. Jovetic, c'est quand même un super joueur. À mon sens, Monaco va être très 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 costaud, malgré la perte de Kylian Mbappé. Ils n'ont pas perdu Fabinho, et je pense que voilà, je pense que Monaco sera deuxième, mais vraiment pas loin du Paris Saint-Germain. Alors en 3, je conserve mon pronostic en faveur de l'Olympique Lyonnais. On a réglé nos problèmes défensifs, ça j'en suis bien convaincu, notamment sur les côtés, que les attaques critiques qui étaient émises l'année dernière sur la défense lyonnaise, en particulier sur la défense centrale, avaient certes un fondement, mais je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient sur les côtés. Et là, je pense que sur les côtés, Kenny Tété, Marsal, Mendy, les trois latéraux qu'on a recrutés, vont nous amener à la fois sur le plan défensif et sur les phases de possession et de jeu dans le camp adverse, vont nous faire beaucoup de bien. Dans l'axe, Marcelo, c'est solide. Au milieu de terrain, donc on s'est renforcé visiblement, on va mettre le paquet sur le milieu de terrain, c'est-à-dire que sur le plan tactique, à mon sens, il va falloir quand même que Bruno puisse tirer le meilleur de son effectif qui lui est mis, enfin, voilà, qui a sous la main. La moitié de l'équipe, bon, la moitié des tutélaires sont nouveaux. Il va falloir qu'ils fassent preuve, à mon sens, d'inventivité, qu'ils remettent parfois certains statuts en question. Sur le plan tactique, je pense qu'il va falloir qu'ils bougent des choses. Moi, l'organisation tactique, qui est finalement, il a essayé beaucoup de choses, mais voilà, il y a des choses. Moi, ça me rappelle un petit peu quand Rémi Garde, à l'époque, euh, persistait dans une tactique, il l'a fait pendant au moins 2 saisons, qui n'était pas opérante et je me souviens du triste spectacle auquel on pouvait assister. Et c'est simplement la dernière année où il est passé en 4-4-2 que les choses, voilà, moi pendant 2 ans j'ai dit mais il faut jouer en 4-4-2, il faut jouer en 4-4-2. Et enfin quand il s'est mis au 4-4-2, la dernière année on va dire, je crois que c'est l'année où on gagne la Coupe de France et l'année où la Lacazette explose, que l'équipe a été performante. Là, je pense que Bruno va falloir qu'il réfléchisse selon les profils qu'il a. On a compris qu'il va falloir contrôler, être très fort au milieu de terrain. Ça, je pense que c'est une. Donc, du coup, enfin voilà, je le laisserai réfléchir. On fera sans doute d'autres vidéos, mais toujours est-il que dans l'effectif, avec, à mon avis, le fait qu'on soit un petit peu court au niveau de l'attaque, on aura une puissance de feu moindre que l'année dernière. Bah, je ne nous mets pas au niveau de Monaco, je nous mets un peu plus loin que Paris Saint-Germain, bien évidemment, et que Monaco. Et quand je disais que si on avait pu recruter Karim Benzema, finalement, je vous ai tenu tout l'été avec cette histoire. Là, j'en ai parlé pour la sélection française. Finalement, il ne viendra pas à l'Olympique Lyonnais, même en prêt. C'est dommage. Mobilisons-nous pour qu'éventuellement il puisse venir sur le mercato d'hiver, même si je sais que c'est très très compliqué. Mais en tout cas, j'en démords pas. Je pense que Mariano n'est pas assez complet.
sur le plan technique pour pouvoir s'insérer dans un collectif et un style de jeu proprement lyonnais. Ça nous impose aussi peut-être, ça Bruno doit y réfléchir, à jouer autrement, peut-être de manière plus reculée, tout en étant très costaud au milieu de terrain. Voilà, donc l'équipe va sans doute jouer différemment. Ce qui est problématique, c'est qu'on a déjà perdu 4 points sur les deux leaders, hein, Paris et Monaco. Donc voilà, il va falloir. Bon, on joue Guingamp la semaine prochaine et le Paris Saint-Germain ensuite. Si bon, on gagne la semaine prochaine et que Paris également remporte son match, voilà, la saison peut être terminée en cas de défaite dans 15 jours contre Paris. Avec 7 points de retard, ça sera quasiment bouclé. Donc il va falloir faire preuve de voilà, d'inventivité, d'ingéniosité et sans mauvais jeu de mots, ingéniosité, on est capable. Voilà. Euh, En tout cas, on me donnera en tout cas, mon opinion, mon point de vue sur ça. Et je pense qu'il s'inspire et écoute beaucoup de points de vue différents pour travailler avec tout son staff sur la préparation des matchs. Mais je pense qu'il ne faut pas rester figé parce qu'il y a sans doute un meilleur rendement à tirer. Maintenant, il a sous la main un effectif qu'il ne connaît pas encore complètement. Les complémentarités, il faut les trouver. L'osmose collective, il faut la travailler. Et ça va être tout son travail de ce début d'année pour pouvoir espérer terminer sur le podium. Parce que pour moi, ça va être très compliqué d'aller au-delà de la troisième place vu la qualité de l'effectif et du management du premier et du deuxième. Voilà. Alors ensuite, pour la quatrième et la cinquième place, là aussi, j'ai fait un travail, voilà, j'ai étudié quand même les effectifs des uns et des autres. Alors, Marseille avec plus que la Manita, là, le 7 perdant, 6-1 contre Monaco, je pense que ça leur a mis un gros coup. J'ai vu la pression des supporters, alors ça m'a fait rigoler, c'est la minute de René, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez parlé de Mohamed Eni, mais alors dans les supporters particulièrement chauds, il y a la minute de René. Ça, je vous la conseille à tous, notamment après la victoire, la défaite de 6-1, voilà, c'est typique marseillais, donc ils ont mis la pression pour des recrues, ils ont eu Mitroglou en pointe et Abdenour derrière, ils n'ont pas fait de milieu de terrain supplémentaire, ils ont libéré Cabella qui est parti à Saint-Etienne. Bon, Marseille, pour moi, ça reste quand même une inconnue. Ça me semble un peu. Enfin, il y a beaucoup de joueurs, en fait, on sait pas ce qu'ils font là-bas, quoi. On sait pas ce qu'ils font là-bas, on sait même plus qui y étaient. Les Ubokan, les Doria, bon, Badimo qu'on aime beaucoup, il a fait une très bonne saison quand il était à Lyon, mais bon, Rod Fanny, je sais même pas qu'il était encore en activité. Enfin bon, et là, c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de monde, donc dans la gestion de l'effectif, ça semble compliqué. Maintenant, je pense qu'au niveau du 11, il y a quelque chose, il y a de quoi faire quelque chose. Ils seront aussi présents en Europa League, donc bon, Marseille est un grand club, il ne se défile pas comme certains autres clubs que j'ai cités la semaine dernière, pour ne pas le nommer, Bordeaux, qui a tendance à se faire éliminer de Coupe d'Europe pour éviter. Ouais, parce que, par exemple, l'OL l'année dernière, c'est 12 matchs de Coupe d'Europe. Donc, c'est quasiment un tiers des matchs du championnat. 12 par rapport à 38, voilà. Donc, c'est quand même une charge de fatigue, d'efforts supplémentaires, de voyage, qui fait perdre des points en championnat, hein. Ça, on le sait très très bien. Par contre, bah, c'est ce qui fait rêver les supporters. Donc, ça, je sais que les supporters marseillais aiment la Coupe d'Europe. C'est le seul club français qui a remporté la Ligue des Champions. Et là, je pense qu'ils ont quand même, malgré tout, construit un effectif avec quand même deux attaquants de bon niveau. Mitroglou, c'est quand même pas mal. C'est pas Diego Costa, mais c'est quand même bien, hein. Une quinzaine de buts avec, avec, euh, avec Benfica. Rodé ou Grosse Ambiance, parce qu'il a passé une bonne partie de sa carrière en Turquie. Voilà. Il y a Germain derrière de toute façon. Voilà, donc après on connaît le contexte marseillais. Si jamais, bon déjà la défaite 6-1 a tout de suite mis la pression, on peut imaginer que l'équipe marseillaise qui démarre le championnat à peu près correctement, qui aligne 2-3 victoires, il y aura une dynamique positive. Par contre, c'est vrai que si jamais ça coince et qu'il y a des mauvais résultats, la pression va être terrible. Mais je pense qu'avec des gens comme Abdenour, Luis Gustavo, voilà, c'est pas des gens non plus qu'on impressionne facilement. Mitroglou, il était en Grèce aussi. Donc voilà, je les remets quatrième. Je les avais punis la semaine dernière et là, donc pour moi, voilà, c'est définitif. Je les mets quatrième du championnat pour cette saison.
Et puis les cinquièmes, et ben pour moi, ben, ça sera Saint-Étienne parce que je suis vraiment curieux de voir Oscar, cette touche espagnole qui à mon avis va répondre. Alors il a peut-être pas l'effectif. Bon, il fait Cabella en fin de mercato. Après, vous connaissez voilà mon souhait de revivre des derbies enflammés avec des enjeux de haut de classement dans la région. Donc voilà. Et puis bon, aussi le fait que voilà, je vous l'ai déjà dit, la moitié de ma famille côté maternel est stéphanoise. Donc sur des repas dominicaux, voilà, il faut qu'on ait des choses à se dire, il faut qu'on puisse se chambrer sympathiquement et voilà que les uns n'ont pas le sentiment d'écraser les autres. Donc si les Verts sont cinquièmes et en même temps, voilà, objectivement, il n'y a pas que l'affectif qui parle, mais en tout cas voilà, il y a aussi enfin, voilà, cette mode de Ligue 1 de faire venir des entraîneurs étrangers. Moi, ça fait plus de 10 ans que je dis que les entraîneurs français sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau. Preuve en est, bon, bah, Deschamps, on en pense qu'on en veut. Moi, j'ai donné mon opinion avec des arguments, je pense. Voilà, quels entraîneurs? Alors, Arsène Wenger, c'est l'espèce d'entraîneur historique d'Arsenal, entraîneur français par excellence, qui quand même plafonne depuis plus de 10 ans hein, avec Arsenal. On a l'impression qu'il y a une lente dégringolade. Voilà. Rudy Garcia, qui avait été à la Roma, revient à Marseille. Bon, c'est pas flamboyant. Il y a vraiment que Zidane qui confirme. Alors, bien sûr, vous allez dire, il a du matos pour faire du boulot propre, mais il faut le gérer, le matos. Hein, et il le fait, en tout cas, il le fait mieux que Mourinho, Ancelotti, ses prédécesseurs. Donc, c'est quand même à remarquer. Mais enfin, à part Zidane, voilà, les entraîneurs français sont, à mon avis, pas au niveau. Ce qui fait que la mode des entraîneurs étrangers, et Saint-Étienne est un bon exemple, ces grandes institutions du foot français ont décidé de donner la chance, d'ouvrir en tout cas leur perspective. Et moi, ça, je le dis depuis 10 ans. Donc, l'expérience made in Barça, on va dire, que tente Saint-Étienne, c'est intéressant à voir. Et c'est un peu comme à Marseille, si jamais ça commence à gagner, ça va s'enflammer, ça va créer un engouement exceptionnel dans la région stéphanoise en premier lieu, et puis ben, plus globalement, si l'OL tourne aussi très très bien dans la région, une rivalité qui va tirer vers le haut les deux clubs phares de la région Rhône-Alpes. Voilà, donc Saint-Étienne en 5, donc j'ai mis de côté Bordeaux. Alors bon, voilà, je suis très sévère envers les entraîneurs français. Gourvenec, je dis pas que c'est une pipe, hein, loin de là, c'est quand même un bon entraîneur, mais c'est le club un petit peu trop plan-plan hein, qui me semble voilà, ne pas aller, pas pouvoir dépasser certaines limites. Nice, très bel effectif malgré tout, très nombreux aussi effectifs, mais je crois que la gestion du Balotelli va être compliquée. Ils ont refait revenir Nampalys Mendy, qui est un bon joueur. Ils ont gardé Série. C'est vrai que bon, Favre est aussi un bon entraîneur. J'ai hésité hein, sur la cinquième place, je vous avoue, de faire revenir Nice malgré un mauvais début de saison. Mais pour moi, ils sont un petit peu derrière. De même que Lille, avec Bielsa, qui me semble déjà en difficulté. Et Nantes, qui sera sans doute peut-être dans la première partie de tableau, mais pas sur les places européennes. Voilà. Je voulais quand même tirer, enfin, avec comment dire, annoncer un joker possible. Et un joker possible, c'est-à-dire une équipe surprise qui pourrait venir peut-être titiller cette cinquième place, c'est Toulouse. Toulouse de Duprat. Bon, le personnage, bon, c'est quelqu'un de la région, c'est peut-être pour ça que je lui rends comme ça, je lui fais un petit focus sur l'équipe de Toulouse. Mais je pense que c'est une équipe qui est solide. C'est vraiment une équipe typique Ligue 1, très défensive, qui joue en contre, qui est dure à manœuvrer, qui met beaucoup d'intensité physique et qui, à mon avis, l'entraîneur qui correspond un peu à ses valeurs. Donc, Dupraz, c'est quand même quelqu'un que j'aime bien. Vous voyez, je ne jette pas l'opprobre sur tous les entraîneurs de Ligue 1. Je cite Gourvenec, bon, je cite Garcia. Genesio, vous connaissez ma position, le soutien que je lui apporte depuis son installation à la tête de l'OL. Et aussi Notably Duprat, donc qui avait monté ETG, puis le parcours de l'homme, et sa gouaille bien typique savoyarde. J'en connais des savoyards d'adoption, enfin plus ou moins d'adoption, qui ont aussi une belle gouaille, bon entendeur.
Et voilà, je lui souhaite une bonne saison parce que ça va être une équipe qui est assez représentative de la Ligue 1, voilà, dans ses grandes généralités, club typique de Ligue 1 qui, avec un personnage, voilà, quand même, qu'on apprécie, qui est clivant, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, mais ça peut être, à mon avis, l'équipe surprise, Toulouse, de ce championnat. Voilà à peu près donc les pronos tels qu'ils ont été concoctés par, ça fait un mois, hein, plus d'un mois qu'on y est dessus maintenant. Là, on a tous les éléments, on a les effectifs, on a le début de saison, les 4 premiers matchs, les forces en présence, elles sont là. Donc, ma foi, je dirais que 1 PSG, 2 Monaco, 3 Lyon, 4 Marseille, 5 Saint-Étienne. Voilà mon quintet. Euh, bon, je vous invite à commenter ces pronostics, et éventuellement de les contredire. Et on est de toute façon sur Parlons Ballon, donc l'émission, elle est là pour parler du ballon, parler ballon et donc émettre des avis contraires, mais toujours argumentés et dans une certaine bienséance verbale qui, à mon avis, est nécessaire si on veut pouvoir s'entendre et pas que ça parte dans tous les sens. Voilà, j'avais dit que, pour sans transition, j'avais dit que je ferais des vidéos sur aussi, parlons basket, parlons ballon avec Annès, comme Sébastien, mais aussi plusieurs sports co, dont le basket, l'Eurobasket qui a démarré avec l'équipe de France, une victoire et une défaite pour l'instant. On pourra aussi parler rugby, hein. J'ai quelques amis qui viendront m'aider sans doute sur les émissions rugby avec un très bon début de saison du Loup, hein, qui joue au Matmut, pas au Matmut, pardon, au Groupama Gerland, qui a été tout refait rouge et noir. C'est assez surprenant pour les gens qui avaient l'habitude de voir l'OL à Gerland, qui ont gagné leurs 2 premiers matchs au niveau du rugby. La reprise de l'Asvel, les matchs amicaux avec des défaites contre Bourg-en-Bresse. Petit coucou à Pierre Murtin, grand Manitou de la formation anciennement à Villeurbanne d'origine bressane, qui est retourné à Bourg-en-Bresse et qui a eu un titre quand il était à l'Asvel de meilleur formateur de France de basket. Donc on fera les émissions de basket sur l'Euro et l'actu basket. Moi, je vais reprendre les émissions donc ce soir. Sport Actu. De 18h, c'est la rentrée des classes. 18h, 20h, avec le journal des sports à partir de 19h10, donc sur 91.5. Je pense qu'il va y avoir du monde autour de Samy. Roger, Sarbès, Mohand, Sylvain peut-être, René Hidalgo. Et là, ça va débattre sec. Là, j'aurai des contradicteurs. Ce ne sera pas comme sur YouTube. Mais bon, sur YouTube, ma foi, j'essaie de varier les décors. Là, vous savez, je suis avec des poissons. Alors bon, j'ai pas tous les. Voilà, il y a un petit poisson nantais, il y en a un bordelais. Mais bon, il va falloir que j'achète des poissons toutes les couleurs de club de Ligue 1 pour installer un peu un décor. Puis bon, ceux que j'ennuie comme ça, il faut regarder les poissons là quand même derrière, ça endort, c'est super. Voilà. Et puis sur YouTube, bah, ma foi, j'ai même pas 11 abonnés, hein. Franchement, il faut faire des efforts sur YouTube. Si j'ai envie d'aligner une équipe sur un match amical, un tournoi, quelque chose comme ça, parlons ballon, on n'a même pas de remplaçant, on n'est que 11. Donc il va falloir que vous envoyez sec. Au niveau des abonnements, sur Facebook, ma foi, on a 300 vues là sur la dernière vidéo, donc c'est bien. Ça prouve qu'il y a des gens qui écoutent. Je sais qu'il y a des petits problèmes de son. J'essaie de monter un peu le volume, mais bon, au niveau technique, je suis pas encore complètement rodé. Hein, c'est comme l'OL de Bruno Genesio en ce début de saison, de Bruno Genesio dans ce début de saison. Il va falloir voilà, qu'on s'équipe également pour être plus performant, pour votre confort, voilà, pour pouvoir voir les vidéos et avoir un son qui soit correct. En tout cas, j'espère que sur le fond, vous y trouvez quelque chose d'intéressant. Voilà, donc là, ce soir, 18h, 20h, journal des sports à partir de 19h10, avec des gros débats, 91.5. Bah, à tous, je vous dis une bonne fin de week-end, peut-être à ce soir pour ceux qui nous entendront sur les ondes, et puis à la semaine prochaine avec ben, sans doute une première émission vraiment 100% basket, et bien entendu la suite du championnat de Ligue 1. Et n'oubliez pas, Consola Marseille, AS Duchère, Consola Marseille, vendredi, je crois que c'est à 20h au stade Balmont. Vous connaissez mon point de vue, je veux voir des clubs de grandes villes françaises devenir professionnels
Je soutiens l'AS Lyon du Cher et c'est pareil pour Marseille Consola. Voilà, ça va mettre un coup de pied aux fesses aux grandes institutions que sont l'Olympique Lyonnais et l'Olympique Marseille pour qu'ils se bougent encore plus et créer un engouement à l'image des grandes villes européennes. Voilà, on fera sans doute aussi une petite accroche sur voilà, football des villes, football des champs, hein, sans mauvais jeu de mots, vous avez compris. Voilà. À très bientôt sur Parlons Ballon. Et puis, bah, pour ceux qui m'écouteront ce soir sur Radio Pluriel, bah, n'hésitez pas aussi à faire des commentaires sur l'émission. C'est tout ce que vous nous dites, me dites. Eh ben, j'essaie d'y répondre sur les vidéos. Et en tout cas, voilà, j'y prends beaucoup de plaisir et j'espère que vous également. À très bientôt et puis je vous remercie. Ciao.